d'une certaine manière, avoir contrôlé les gangs, c'est presque un miracle. He's getting great publicity that he's done a wonderful job on crime. We turn now to El Salvador. The president of El Salvador, Nayib Bukele, Has been sworn in for a second term. It has claimed victory. I mean, our country has failed to provide two basic things, which is the lack of economic opportunity and the lack of security. It was getting even more and more corrupt and worse and worse. Gangs war. From a period where gangs were controlling 80% of the territory. Je viens de lui envoyer $180 en bitcoin. L'argent qu'on reçoit en bitcoin, on n'y touche pas. J'ai été la première à accepter le bitcoin. C'est la meilleure chose qui soit arrivée au Salvador. Entre el primero y el segundo lugar más alta en toda la historia. La première fois que j'ai entendu parler du Salvador, c'était avec le film Salvador de Oliver Stone. Ce film raconte le voyage du journaliste et photographe Richard Boyle à travers le Salvador alors en pleine guerre civile. Je pense ne pas me tromper en disant que la majorité des Européens ont entendu parler du Salvador à travers cette guerre civile et plus récemment avec la guerre contre les gangs. Il suffit de rechercher El Salvador documentaire sur Google ou sur YouTube pour se rendre à l'évidence que les médias ne parlent presque exclusivement de ce pays pour recenser les violences et les crimes qui y sont perpétrés. Plus récemment, c'est la politique menée par Nayib Bukele, qui s'est lui-même décrit sûrement avec ironie comme le dictateur le plus cool au monde, qui fait couler beaucoup d'encre. Nayib Bukele est surtout connu pour avoir mis fin à des années de contrôle de gangs au Salvador, une réussite qui lui vaut une grande popularité. Selon plusieurs sondages, il est un des chefs d'État les plus appréciés au monde. Il est également la cible de nombreux médias et personnalités qui l'accusent de mener une politique d'oppression bafouant certains droits de l'homme, notamment en ayant emprisonné plus de 80 000 anciens membres de gangs. Je ne me rappelle plus vraiment quand était la deuxième fois que j'ai entendu parler du Salvador, mais cela devait sûrement être lors de mes recherches sur Bitcoin. J'ai dû entendre parler de l'économie circulaire qui se développait à El Zonte, c'est un petit village qui est désormais plus connu sous le nom de Bitcoin Beach. À ce moment-là, je n'étais qu'au début de ma découverte de Bitcoin et j'étais encore très loin de vraiment comprendre tout ce que cela impliquait. La troisième fois que j'ai entendu parler du Salvador, c'était le 5 juin 2021, le jour où Nayib Bukele annonçait lors de la Bitcoin Conference de Miami que le Salvador allait adopter Bitcoin en tant que monnaie légale, une première mondiale. Dans les mois et années qui suivirent, beaucoup d'annonces, d'informations et même de désinformations ont circulé sur le Salvador, sur Nayib Bukele, sur Bitcoin et sur la place du BTC au Salvador. Ainsi, à la fin de l'année 2022, quand j'ai commencé à écrire du contenu de vulgarisation sur Bitcoin, j'ai eu cette idée de me rendre au Salvador afin de rapporter ce qu'il s'y passait vraiment. Quelques mois plus tard, j'ai eu la chance de commencer à travailler avec Cryptos et au-delà de me donner de la visibilité, Cryptos m'a permis de trouver des sponsors qui pouvaient financer un tel projet. Alors avant d'aller plus loin, je tenais vraiment à dire merci à toute l'équipe Cryptos qui m'a donné cette chance, mais aussi à nos partenaires Bitstack et Plan B Network qui ont rendu ce documentaire possible. Nayib Bukele a surpris le monde entier en adoptant le Bitcoin comme monnaie légale, un choix perçu par beaucoup comme arbitraire. Pour les Salvadoriens, cette décision a ravivé le souvenir encore douloureux de l'abandon du colon au profit du dollar en 2001. Imposée sans consulter la population, cette transition a entraîné une forte inflation et de lourdes répercussions économiques. Bien que le passage au dollar ait apporté une certaine stabilité, il a également privé le Salvador de sa souveraineté monétaire. Depuis, le pays dépend entièrement des politiques économiques des États-Unis. Cependant, cette dépendance ne se limite pas seulement à la sphère monétaire. Les liens entre les États-Unis et le Salvador trouvent leurs racines dans l'histoire politique et économique du pays, marquée par des décennies d'intervention états-unienne. Pour comprendre l'ampleur de cette dépendance, il est essentiel de revenir sur le contexte historique qui a précédé la guerre civile salvadorienne. Depuis la chute de l'Empire espagnol au XIXe siècle, le Salvador est marqué par de profondes inégalités sociales. Son économie repose principalement sur l'agriculture d'exportation, en particulier la production de café, contrôlée par une élite terrienne descendante des colons espagnols. Cette élite domine les autochtones pipils, relégués au bas de l'échelle sociale. La concentration des richesses entre les mains de quelques-uns a plongé la majorité de la population dans une pauvreté extrême, alimentant et intensifiant les tensions sociales. En 1912, la création de la Garde nationale permit à l'État de renforcer son contrôle sur les zones rurales. Utilisée par les élites économiques et politiques comme un outil de répression, elle servait avant tout à protéger les grandes plantations de café et à maintenir l'ordre social. En 1932, une révolte paysanne éclata pour dénoncer les inégalités sociales, la perte des terres communales et les conditions de vie précaires des paysans. En réponse, le président de l'époque, le général Maximiliano Hernández Martínez, ordonna à la Garde nationale de réprimer l'insurrection avec une extrême violence. Cette répression fit plus de 30 000 morts, principalement des autochtones, marquant un tournant tragique dans l'histoire du pays. Après la Seconde Guerre mondiale, le contexte de la guerre froide a intensifié les tensions sociales.
Inspirés par la révolution cubaine et la révolution sandiniste au Nicaragua, des mouvements marxistes et socialistes ont émergé au Salvador, appelant à des réformes sociales et économiques. C'est dans ce contexte que naissent des mouvements de gauche, dont le Front Farabundo Martí de Liberación Nacional, FMLN. Craignant l'expansion du communisme en Amérique centrale, les États-Unis ont alors soutenu activement le régime autoritaire en place au Salvador, dominé par les élites agricoles, en lui apportant une aide militaire et financière pour contenir la montée des mouvements de gauche. En 1979, de jeunes officiers militaires réformistes renversèrent le président et formèrent une junte révolutionnaire. Les élites terriennes, soutenues par l'armée, répondirent par la force pour rapidement faire échouer ces initiatives. Le pays s'est alors enfoncé dans une spirale de violence marquée par l'émergence des escadrons de la mort soutenus par les élites conservatrices. Face à la radicalisation de la gauche, les États-Unis ont intensifié leur soutien au gouvernement salvadorien pour éviter un nouveau Cuba. Les USA fourniront entre 4 et 6 milliards de dollars d'aide militaire et logistique, renforçant l'armée et intensifiant les méthodes répressives. En 1981, un nouvel acteur fit son apparition, le parti Alianza Republicana Nacionalista, ou ARENA, fondé par un ancien militaire lié aux escadrons de la mort. Ce parti défendait les intérêts de l'élite conservatrice durant la guerre civile. En 1989, avec le soutien des grandes familles terriennes et un financement des États-Unis, Alfredo Cristiani, membre de l'ARENA, est élu président du Salvador. La guerre s'est finalement achevée en 1992 avec les accords de paix de Chapultepec, mettant fin aux hostilités entre ARENA et le FMLN. La guerre civile qui a éclaté en 1979 aura duré 13 ans, faisant environ 75 000 morts, principalement des civils, plus de 8 000 disparus et des centaines de milliers de blessés. Près de 20% de la population fut déplacée au sein même du pays et 500 000 Salvadoriens émigrèrent vers les États-Unis. Lors de mon passage au Salvador, j'ai pu discuter avec Enrique Berrios, un dentiste salvadorien ayant vécu l'après-guerre. Well, I'm from the 80s. I'm 45 years old. I grew up in a civil war. Normally, politicians, promises, politics, promises, everything. It's hard to believe, you know. We've been like disappointed many times. After the Civil War, the things became a bit hard for us, you know. Low salaries, not access, low education. We have to struggle every day, you know. We have the dollar currency that it double and it make us expensive everything. We were trapped in that void, right, of dollarization. Le parti ARENA garda le pouvoir pendant 17 ans après la guerre et n'aura pas su réduire les inégalités sociales. À la même période, les gangs Mara Salvatrucha 13, MS-13 et Barrio 18 émergèrent et se développent à Los Angeles, recrutant de nombreux Salvadoriens fraîchement arrivés de la zone de guerre. Plutôt que d'attaquer le problème des gangs à la source, Bill Clinton, alors président des États-Unis, met en place en 1996 la réforme de l'immigration illégale et de la responsabilité des immigrants, entraînant la déportation massive de migrants vers leur pays d'origine, y compris les délinquants et membres de gangs. De retour au Salvador, les citoyens membres des MS-13 et Barrio 18 reproduisirent les guerres des gangs qu'ils avaient connues à Los Angeles. Entre les années 1990 et 2019, l'activité des gangs transforma la vie des Salvadoriens en un véritable enfer. Les MS-13 et Barrio 18 imposèrent une violence extrême, faisant du Salvador l'un des pays les plus dangereux au monde, avec un taux de plus de 105 homicides pour 100 000 habitants en 2015. Sur place, j'ai rencontré de nombreux Salvadoriens ayant vécu cette période de terreur. Certains ont accepté de partager avec nous leurs témoignages. It was hard. You went out from your house without thinking that you will come back, because we were in a gangs war against people and against cops. The before government was paying those guys to keep the damage on people. You know, as the money is corrupted, people can be corrupted too. So every year we would have kids that would die because of the gangs. So when you hear about the statistics in El Salvador, you know, some of them were my friends. It was not like a completely different way of thinking and they will end poverty and corruption. No, it was the same. It was getting even more and more corrupted and worse, right? Avant de venir, moi j'avais peur de revenir parce que les gens avaient peur des gangs et tout le monde payait un loyer comme dans les années 30 des Italiens à New York ou avec le whisky. C'était à peu près ça. Si tu avais une affaire ici, tu devais leur payer par mois. J'avais un peu peur pour mon fils qui revienne en vacances et aussi pour moi
my cousins and family members telling me that I couldn't go out past a certain time, and that if I was going out, I needed to go out with somebody. I couldn't just go out by myself. If we're looking at it from a value or financial perspective, it'd be like something that had zero value, that couldn't get any worse, really, and it could only go up from there. No, you definitely can think further ahead about the future. Before, the way things were, thinking about the future was, when you leave your house, you ask yourself, am I going to come back? Am I going to see my family again? Around the block from my house, they killed a security guard who was guarding, not at a bank, a bakery. There was a lady that was killed in a park that's 2 blocks from my house. So those things happened in my city, which was one of the safest cities. So before thinking about the future is, am I going to make it? And now we are free. But before was a war. What I can tell you, war is crazy. You can lose shoes, phones, instantly. Like just being in a bus stop. There were a time that people were in the bus stop, and those guns just passed with a car and just. So more than a couple of times, I was just, damn, they're gonna get me. And a few patrol officers just walk in front of me, and I was scared. Because I knew that it was what was going on, but I'm okay with it because it was fucked up. Like, you could actually get chopped into pieces and thrown everywhere. And it was happening, like actually, they were because these human beings, these biological human beings, were trying to send a message and killing everybody. The point is, you need to understand that the last government wanted to control under damage, under scare to people. And they do it in that way. So they keep people without thinking because they were worried about gangs. So they can do whatever they want, like a wizard. Distraction, the trick. En 2003, le gouvernement de Francisco Flores a lancé l'opération Mano Dura pour réprimer les gangs. L'objectif, mettre en prison toute personne suspectée d'être membre de ces organisations. En un an, le gouvernement procède à 20 000 arrestations, mais la Cour suprême finit par déclarer l'opération comme étant inconstitutionnelle. Et 6 mois plus tard, 95% des prisonniers sont relâchés. Cette année-là connaîtra une explosion de la violence avec 4000 homicides. Mais ces guerres de gangs ont pris fin grâce à l'arrivée d'un homme à la tête de l'État, Nayib Bukele. Né le 24 juillet 1981 à San Salvador, fils d'un père d'origine palestinienne et d'une mère salvadorienne, il grandit dans un milieu entrepreneurial avant de se lancer dans le monde de la politique. Après des études de droit inachevées, Bukele travaille dans l'entreprise de publicité politique de son père. En 1999, à seulement 18 ans, il fonde même sa propre entreprise et collabore notamment avec le FMLN. Avec le temps, il s'implique en politique et en 2012, il devient maire de Nuevo Cuscatlán sous la bannière du FMLN. Son style dynamique et son engagement lui permettent de devenir en 2015 maire de San Salvador, la capitale du pays. À cette position, il se fait rapidement remarquer par ses critiques ouvertes contre le FMLN, dénonçant un système politique corrompu et inefficace. En 2017, une altercation avec une conseillère municipale mène à son expulsion du parti. Pourtant, cette rupture ne freine pas sa carrière, au contraire, elle renforce son image d'outsider, loin des partis et des politiciens traditionnels. En mars 2018, il fonde son propre mouvement, Nuevas Ideas. Son programme repose sur plusieurs piliers, dont la lutte contre la corruption, la modernisation des institutions et une politique de tolérance zéro face aux gangs. Très actif sur les réseaux sociaux, il sait parler aux Salvadoriens dont l'âge moyen est très jeune, voyant en lui une figure de renouveau. À seulement 37 ans, le 3 février 2019, Nayib Bukele est élu président de la République du Salvador avec 53% des voix. Il met fin à des décennies de bipartisme entre le FMLN et Arena. Sans majorité au Parlement, plusieurs de ses idées sont bloquées. En février 2020, il entre à l'Assemblée escorté par des militaires, menaçant une dissolution afin de forcer l'acceptation du plan de lutte contre la criminalité et de son budget de 109 millions de dollars. Cet événement est très critiqué par l'opposition et les médias étrangers, mais majoritairement approuvé par la population. En 2021, après une victoire écrasante de son parti aux élections législatives, Nayib Bukele fait destituer 5 juges de la Chambre constitutionnelle accusés de bloquer ses réformes. Cette décision, rendue possible par la majorité parlementaire, suscite des réactions partagées. Certains dénoncent une dérive autoritaire et une manipulation des institutions, tandis que d'autres saluent cette action comme un moyen de purger un système judiciaire perçu comme corrompu, notamment après les libérations controversées des membres des gangs arrêtés lors de l'opération Mano Dura en 2003. C'est sur le terrain de la sécurité que Bukele se fait le plus remarquer. Le 26 mars 2022, après une journée marquée par 62 homicides perpétrés par les gangs, il a décrété l'état d'urgence.
une mesure censée être exceptionnelle qui allait profondément transformer le pays. Cette décision a marqué le début d'une vague d'arrestations massives, souvent effectuées sans mandat. Selon les ONG locales, environ un quart des premiers milliers de personnes arrêtées seraient innocentes, n'ayant aucun lien prouvé avec les gangs ou des activités criminelles. À ce jour, plus de 80 000 personnes ont été arrêtées et quelques centaines d'innocents seraient toujours emprisonnés. Au-delà du nombre d'arrestations, ce sont également les conditions de détention des prisonniers qui sont mis en cause. Plusieurs journalistes rapportent des cas de maltraitance, voire même de torture. Malgré ces critiques, Bukele défend vigoureusement sa politique. Il affirme que ces mesures drastiques visent à protéger la majorité des Salvadoriens en neutralisant les gangs qui terrorisent le pays depuis des décennies. Pour lui, suspendre temporairement le droit d'une minorité est un compromis nécessaire pour redonner des droits fondamentaux tels que la sécurité et la liberté de circulation à plus de 6 millions de Salvadoriens. En février 2023, Bukele inaugure CECOT, le centre de confinement du terrorisme, une méga prison ultra sécurisée capable d'accueillir 40 000 détenus. Symbole de sa politique sécuritaire, cet établissement est largement médiatisé. Malgré les controverses, la politique de Nayib Bukele demeure très efficace. Avec un taux d'homicide atteignant 138 pour 100 000 habitants en 1995 et un pic à 106 pour 100 000 en 2015, sa politique a permis de réduire ce taux à des niveaux jamais atteints auparavant. En 2023, il a atteint 2,4 pour 100 000 habitants, positionnant le Salvador comme le pays avec le taux d'homicide le plus faible du continent américain, juste après le Canada. Pour sa réélection en 2024, Nayib Bukele a suivi une démarche controversée. La constitution salvadorienne interdit normalement à un président de se représenter immédiatement après son mandat. Cependant, en 2021, la Cour suprême, dont les juges avaient été remplacés par des alliés de Bukele, a rendu une décision permettant d'interpréter cette interdiction différemment. Elle a autorisé Bukele à se représenter à condition qu'il démissionne temporairement avant de formaliser sa candidature, ce qu'il a fait. Réélu avec près de 85% des voix, Bukele s'impose comme l'un des dirigeants les plus populaires au monde. Certains sondages lui attribuent plus de 90% d'approbation parmi les Salvadoriens. Ce soutien massif se reflète également dans les résultats législatifs, où Nuevas Ideas a obtenu 54 des 60 sièges de l'Assemblée, éliminant totalement l'influence du FMLN, autrefois dominant. À l'international, la méthode Bukele est perçue comme un modèle pour les pays confrontés à des niveaux de criminalité élevés. Sa politique de tolérance zéro face aux gangs et sa répression massive suscitent un intérêt croissant en Amérique latine. Des leaders comme Rafael López Aliaga, maire de Lima au Pérou, promeut un plan Bukele pour son pays. En Équateur, confronté à une guerre de gangs similaire, les autorités adoptent des stratégies inspirées du Salvador, notamment la construction de prisons modernes. Au Guatemala, plusieurs candidats à la présidentielle ont promis d'appliquer des mesures sécuritaires calquées sur celles de Bukele. Même au Honduras, la présidente Xiomara Castro considère la politique de Bukele comme une solution possible face à la violence qui gangrène son pays. L'influence grandissante du Salvador en Amérique latine permet à Bukele de diffuser ses idées, notamment sa volonté de réunifier l'Amérique centrale. Depuis son arrivée au pouvoir en 2019, Nayib Bukele a profondément transformé le Salvador, et l'évolution de son économie en est témoin. Le PIB qui s'élevait à 26,88 milliards de dollars en 2019 est désormais à 34 milliards en 2023 et devrait atteindre les 37 milliards en 2024. Le taux de chômage, historiquement élevé, a chuté à 2,8% en 2023, le plus bas jamais enregistré. Comme partout autour du monde après la crise sanitaire, le Salvador a enregistré un pic d'inflation au mois de juin 2022 avec 7,76% pour finalement enregistrer une inflation négative de 0,31% au mois de novembre 2024. Le Salvador a attiré 730 millions de dollars d'investissements étrangers directs en 2023, une hausse de 344% par rapport à l'année précédente et était encore en croissance de 8,8% au premier trimestre 2024. Des multinationales comme Nestlé, Unilever et Google s'y sont installées. En janvier 2024, Nestlé a inauguré un centre de distribution valant 10 millions de dollars à Nejapa, tandis qu'Unilever a investi 56 millions de dollars pour développer ses activités dans les zones franches. Google, de son côté, a signé un partenariat de 500 millions de dollars sur 7 ans pour moderniser les infrastructures numériques du pays. Le tourisme connaît une explosion. En 2023, 3,4 millions de visiteurs ont généré 3,4 milliards de dollars, une augmentation de 43% par rapport à l'année précédente. Les revenus touristiques devraient dépasser les 4 milliards de dollars en 2024. Sur les marchés financiers, les obligations souveraines salvadoriennes ont également enregistré une importante hausse, avec un prix désormais proche ou supérieur à leur valeur nominale et des hausses dépassant 20% sur 3 mois pour certains titres. Ce regain de confiance des investisseurs reflète une meilleure perception de la gestion de l'économie salvadorienne. Depuis le début du mandat de Bukele, l'agence de notation Fitch a augmenté la note de la dette salvadorienne de CC à B-. En 4 ans, en plus d'avoir considérablement amélioré la sécurité, Bukele a propulsé le Salvador vers une croissance économique et un regain de crédibilité à l'international. Malgré tout, plusieurs aspects controversés de sa politique animent des débats dans les médias autour du monde, mais également dans l'Assemblée législative de son pays.
Año tras año, década tras década, el pueblo salvadoreño ha sufrido de gobiernos. Claudia Ortiz est l'une des voix les plus importantes de l'opposition à Nayib Bukele. Avocate de profession, elle siège à l'Assemblée législative du Salvador depuis 2021. En tant que seule représentante de son parti, Vamos, elle occupe un des 6 sièges qui n'appartiennent pas au parti présidentiel. Elle est aussi l'une des premières personnes que nous avons rencontrées à notre arrivée au Salvador. I am Claudia Ortiz. I am a congresswoman here at El Salvador. I am by now just the only congresswoman of the party I represent, Party Vamos. And now we have a country that wants to step into another moment of our history. But we, in this new step in our history, we are having so many regressions in democracy, in the respect on human rights of Salvadorian citizens, and as well in the economic field. But the corruption, it is still been a reality in our country. We still have so many cases of corruption. Now, this administration had made some regressions, very bad regressions in transparency. The access to the public information is being denied systematically to the citizens, for the journalists, to the academia. We have this law that is being renewed every month. That is the regime of exception. It's the suspension of some constitutional rights, and it is applied to the whole population. Well, you know, I'm part of the government, so whatever the hell I say is like not objective, right, in many ways. So, but at the same time, I always say, fuck the government. I keep saying, fuck the government. Like, which government? It's fuck bureaucracy, man. Bureaucracy is the thing. Now, transparency, like, what the fuck does that even mean? Like, I mean, what do you want? Like, because we could have absolute transparency, and nothing would ever work unless every single human being is trustworthy, you know? Yeah. Because full transparency is full vulnerability. Tant qu'il y a un respect, je pense, du pouvoir de vote, je pense qu'on est bien. Ils le soutiennent parce que même actuellement, il n'y a pas d'opposition. Mais quand il n'y avait pas de photo. Donc il est beaucoup plus intelligent, beaucoup plus malin. Et il a su gérer la pandémie. Et ils ont mis une appréciation dans le pays, dans le sens que il est beau comme le Costa Rica, venez. That law suspend constitutional rights to all the people. This has been the tool used to make massive detentions in our country. The problem is that as they have detained members of the criminal organizations that were that they were making murders in our country, they have also detained innocent people. Their families do not know if they are alive, because the people has been detained and they don't know anything about their relative. There's no communication. There is no communication. Le fait d'avoir emprisonné 80 000 personnes, c'est choquant, parce que pour certaines personnes, revoient les camps de concentration. Mais quand on met en prison un nombre de gens comme ça, c'est très difficile de faire justice. Alors, il faudrait trouver un moyen maintenant de pouvoir donner la justice à ces gens-là sans mettre en péril la sécurité. It was a whole process. A lot of percentage of the population were gangs, and you know, people can choose their own analogies. I heard some people saying it was a cancer, you know, and when you get cancer treatment, you know, sometimes you kill some of the good cells, not only the bad cells. And it's a war, you know, and in wars, good people also die, but it's necessary. I mean, he definitely has a lot of power in the government, but the way they're using it
I mean, it took them 6 months to go from one of the highest murder rates in the world to a safe country. It took 6 months. If you had asked me if it was possible, I would have said, no way, in 6 months. But that's how long it took. El Salvador is the best it has been in over 70 years, maybe even more, maybe in all of its history. So, do we want to go back? No. Are we afraid of the future? It's better than it was before, so what can I say? And the judicial system has been taken by the party that is in power. So we also have run out of judicial independence. Judges, especially in the criminal area, right, of the judicial system, they are making decisions because they are afraid of the government or because they are political allies of the government. There is people that even the judges have declared them innocent, not guilty of those crimes, to be part of a gang, and the family have that document, right, that resolution of a judge, but the people in charge of the jails, they don't let them out. They don't let them out. So in this country, the chief of the jail has more power than a judge. And there are more than 300 cases of people that were innocent and they died under the custody of the government. They are documented, and that's very bad. When El Salvador was in that, one of the worst places to live in the world, I didn't hear much about people trying to fix it and complaining about, oh, what are we going to do to fix El Salvador? No, it was just like, yeah, El Salvador's dangerous, don't go there. The people there are dangerous, there's the gangs. No one was complaining about it. No one was saying, we need to fix the gangs, we need to help the people of El Salvador. I never heard that once. And so now that we're on the other side and that people actually feel safe, the fact that I'm hearing people say, oh no, this is wrong, human rights and all that sort of stuff, well, where were you when people were actually suffering? I get European people, like I get that you don't care enough to find out precisely and very well how is it that things go, but getting your sources from a Twitter or an Instagram or I don't know what else social media you consume account from a NGO organization, human rights organization that only purpose is to get an agenda through you, because I understand that you have like problems. You cannot invest your whole life into understanding one little country's type of decisions, but honestly, like that's why the absolute best way is, of course, to come here and check out things and to talk to locals. Look, the El Salvador is safe. I don't feel that scared anymore. I'm free, I'm happy all the time. So I can smile, I can be like I am, because I know my family is safe, because I know I'm safe, even if I'm traveling all around El Salvador to educate kids. I didn't feel scared at all. So for those people thinking on this as a dictatorship, it's too hard to think that people think in that way. So it's not possible. You need to come and again fight against gangs and let's talk. That's it. You don't ever lost someone. I did for gangs, so it's crazy. ¿Cómo se puede hablar de derechos humanos cuando ellos fueron los primeros en violentarlo? Y luego que aparezcan como pensando que esas personas que tienen derechos tienen más derechos que los otros, porque a ellos, la mayoría de ellos, se les están en prisión por asesinatos, por violaciones y por cosas por el estilo. Because we haven't future. I told you we were scared to not come back, so we haven't future. We didn't think about future. Future could be you in the street, killed, a murderer, or some stupid guy that thought it was funny. C'est là où je vois maintenant très difficile. Parce que
on ne voit pas un plan à long terme dans ce sens-là. C'est ça qui est inquiétant et qui inquiète beaucoup de gens. Mais si lui, il arrive, je pense, dans un futur, à reprendre en main ces gens innocents qui sont en tôle, en prison, ça va être un succès politique, encore une fois. Ouais. Et eux, ils sont très bons dans le rebondissement. Dans le rebondissement, ils sont très bons. Malgré la popularité de Bukele, il y a néanmoins une loi qui ne fait pas l'unanimité, et c'est la loi Bitcoin. Bitcoin, c'est deux choses. Premièrement, c'est un réseau d'échange de valeurs maintenu par des nœuds et des mineurs qui constituent le consensus de Nakamoto. C'est ce consensus, notamment l'utilisation d'une blockchain, mais surtout de la preuve de travail, que Bitcoin peut être décentralisé. C'est-à-dire fonctionner sans intermédiaire, ni tiers de confiance, le rendant résistant à la censure et permettant à ses utilisateurs d'être réellement souverains de leurs fonds, contrairement au système bancaire dépendant d'une banque commerciale et de sa banque centrale. Deuxièmement, Bitcoin c'est aussi une monnaie. Celle-ci crée une économie rendant le réseau plus rentable à sécuriser qu'à attaquer. Cette monnaie, le Bitcoin, qu'on retrouve souvent écrit avec un B minuscule ou plus brièvement en 3 lettres BTC, est souvent décrit comme n'ayant aucune valeur intrinsèque, ne reposant sur rien. Si vous découvrez Bitcoin avec ce documentaire, pour comprendre les enjeux de sa monnaie, il faut d'abord comprendre comment les monnaies fiduciaires fonctionnent. Le dollar et l'euro ont un prix qui lui n'est adossé qu'à la confiance qu'ont les détenteurs en la capacité aux banques centrales de préserver sa valeur. Celle-ci a pour objectif de maintenir un taux d'inflation arbitrairement fixé à 2%. Au-delà du fait que 2% représente environ 10% sur 5 ans et environ 19% sur 10 ans, les banques centrales ont également beaucoup de mal à maintenir leurs objectifs. On arrive plutôt à un dollar dont la valeur a été divisée par 6,5 en 50 ans et un euro qui a perdu la moitié de sa valeur depuis l'année 2000. En bref, utiliser Bitcoin, c'est partir du principe que la centralisation du pouvoir monétaire mène toujours à des dérives soit liberticides, soit purement égoïstes. On le voit aujourd'hui avec l'utilisation de l'argent liquide qui est criminalisé par nos gouvernements et le système de monnaie fiduciaire qui entretient l'effet cantillon, notamment responsable des inégalités qu'on accorde souvent au capitalisme lui-même. L'effet cantillon, c'est l'effet selon lequel les personnes les plus proches du robinet de la monnaie, donc c'est-à-dire de l'impression monétaire, s'enrichissent plus que le reste de la population en profitant de son impression. Parmi ces entités, on retrouve les personnes qui travaillent dans les banques, mais également les entreprises les plus capitalisées qui sont privilégiées par les banques et obtiennent des prêts plus facilement et qui se financent plus facilement. En décentralisant le consensus du réseau Bitcoin et en maintenant l'inflation du BTC à ce qui est initialement fixé, Bitcoin offre une alternative au système bancaire traditionnel en permettant à ses utilisateurs d'être réellement souverains de leur argent, en changeant leurs préférences temporelles, les poussant à dépenser plus intelligemment et de manière plus responsable, promouvant une politique monétaire similaire à celle du temps de l'étalon or. C'est pour ça que certains bitcoiners utilisent cette fameuse phrase « Fix the money, fix the world » car ils partent du principe qu'en réparant la monnaie, en remplaçant le système actuel par un autre adossé à une monnaie plus dure, de nombreux problèmes pourraient être directement ou indirectement résolus car la monnaie est à la base de tous les conflits. Si vous lisez entre les lignes, vous pouvez donc comprendre que les banquiers centraux, les banquiers commerciaux et la finance traditionnelle de manière générale n'apprécient pas vraiment Bitcoin parce qu'ils créent une alternative au système faillible qu'ils ont créé et qu'ils entretiennent. Alors que l'adoption de Bitcoin commençait à prendre de l'ampleur tout autour du monde, c'est en 2019 que la création de Satoshi Nakamoto fit une percée au Salvador, notamment dans un petit village près de La Libertad, à El Zonte. We developing this concept of what is a Bitcoin circular economy, right? How we can use Bitcoin, how we can build it's like a local market where people can pay everything in Bitcoin, right? But also people need to know that we were already working in our community in social developing with kids, you know? We were already trying to provide tools and knowledge to the kids, kind of stop them dreaming to God,
leave the country, you know, trying to get to the United States, but giving them tools and knowledge that they can focus to stay here, to live here, to fighting for their dreams here, you know. And 2019, we received that donations on Bitcoin, and that changed everything, right? Because at that point, before Bitcoin, we didn't understand money. We didn't understand how fiat money works, you know, how inflation works. I think Bitcoin make this, it's kind of Bitcoin open your eyes, you know, and once your eyes are open, it's impossible not to see what's happening. So we were missing one thing, that we already were in this mission to change life, to improving the life of people, to give tools, knowledge. But what we're learning now is that if you don't teach about money to people, it doesn't matter what you do. Life is gonna be hard. Once people understand about money and how to manage in their finance for little or big money they can have, that's the number one step, you know. Parmi les personnes avec qui j'ai passé le plus de temps au Salvador, il y a Walter, un guide touristique qui a grandi entre San Salvador et El Zonte. Après avoir vécu 15 ans en France, il est revenu s'installer au Salvador peu de temps avant la création de Bitcoin Beach. Je pense que le gouvernement a géré très bien la situation du Covid et on s'est retrouvé enfermés à la plage. Et ça a été un bon moment. Je pu peut-être pas vivre, mais plutôt observer comme spectateur dehors, parce que moi, le Bitcoin, je ne connaissais pas. Ça a été introduit par deux personnes, Jorge et Mike Peterson, et ils ont créé un micro-marché, heureusement, avec les gens qui avaient besoin à ce moment-là de se nourrir. Ils ont fait des donations pour qu'ils puissent échanger dans les magasins un Bitcoin. C'était une économie circulaire en fait. Et c'était sous forme de donation. So you say that without El Zonte, Bitcoin would probably not be a legal tender in El Salvador? I don't want to say that. I think it's just like El Zonte just probably accelerates something that... Yeah, it made it real. Yeah, it might be just show. It was the proof of work, right? I think we just show here that Bitcoin could be that tool, could be that technology. À la fin de l'intervention sur scène de Jack Mallers lors de la Bitcoin Conference de Miami en 2021, Nayib Bukele annonça la Bitcoin Ley. I believe Bitcoin could be one of these ideas. That is why next week I will send to Congress a bill that will make Bitcoin a legal tender in El Salvador. In the short term, this will generate jobs and help provide financial inclusion to thousands outside the formal economy. Elle sera finalement approuvée par l'Assemblée nationale quelques jours plus tard et entrera en vigueur au mois de septembre 2021. Voici les principaux points qu'il faut retenir de cette loi. Le Bitcoin devient monnaie ayant cours légal au Salvador au même titre que le dollar. Les prix peuvent être exprimés en Bitcoin. Les contributions fiscales peuvent être payées en Bitcoin. Les transactions effectuées en BTC ne seront pas soumises à des taxes sur les plus-values. Seuls les commerçants disposant des moyens technologiques nécessaires sont tenus d'accepter les paiements en Bitcoin. Et l'État s'engage à fournir des outils et à former la population salvadorienne à l'utilisation du BTC, notamment grâce à la création d'une structure institutionnelle dédiée à la mise en œuvre de cette loi. En fin d'année 2024, alors que je revenais d'un mois au Salvador pour préparer ce documentaire, la loi a été modifiée suite à un accord entre le gouvernement et le Fonds monétaire international, donc le FMI, mais on reviendra sur toutes ces modifications un peu plus tard. L'adoption du Bitcoin par le Salvador se justifie pour plusieurs raisons. Tout d'abord, depuis 2001, le pays utilise le dollar comme monnaie officielle, ce qui le rend dépendant de la politique monétaire des États-Unis. Ensuite, près d'un quart du PIB salvadorien provient des transferts envoyés par la diaspora, souvent accompagnés de frais de transaction très élevés. Enfin, environ 70% de la population du Salvador n'a pas accès aux services bancaires traditionnels, rendant l'intégration d'une monnaie numérique particulièrement pertinente pour favoriser l'inclusion financière. Comme présenté dans la loi, le gouvernement salvadorien a mis en œuvre plusieurs initiatives pour accompagner l'adoption du Bitcoin. Cela inclut des programmes d'éducation, la création du Bitcoin Office, chargé de gérer les affaires liées au BTC dans le pays, ainsi que le lancement des portefeuilles et distributeurs Chivo, conçus pour offrir un accès simple et rapide au BTC.
Dès l'annonce de la loi, de vives critiques ont émergé émanant du FMI, des médias internationaux, ainsi que de l'opposition salvadorienne. Everybody agreed that that wasn't meant for the Salvadorians. That was meant for somebody else. The problem here is that even the law said that the government must give education to the people how to use Bitcoin. They didn't. And the law entered into enforcement 3 months from the approval, and those campaigns and those education, activities didn't happen at all. So it was clear that that decision, that law wasn't meant for Salvadorians. The first time that the president announced it was in English in an event in Miami. In the law, the Bitcoin law in El Salvador was entered in the assembly one day. And that same day, some hours from the moment, it was approved without any discussion. Pour résumer, plusieurs choses sont reprochées à la loi Bitcoin, telles que le manque de transparence dans l'exécution de cette loi ainsi que dans les financements donnés, les problèmes techniques du Chivo Wallet et le manque d'éducation de la population sur l'utilisation de Bitcoin. En tant que rédacteur d'actualité pour Cryptost, je couvre régulièrement des cas d'entités ayant acquis du Bitcoin ou des produits financiers liés au BTC. Certains rendent leurs adresses Bitcoin publiques ou celles-ci sont parfois identifiées par des analystes. Par exemple, il est possible de suivre les mouvements de BTC effectués par le département de la justice des États-Unis, par BlackRock ou encore le Royaume du Bhoutan. Cependant, la majorité de ces entités préfèrent préserver leur confidentialité et ne dévoilent pas leurs adresses. Concernant le Salvador, une seule adresse est visible par le public avec une interface dédiée créée par le Bitcoin Office. Depuis le 18 novembre 2022, cette adresse reçoit 1 BTC par jour, accumulant environ 800 BTC et gardant désormais plus de 6000 BTC. Cependant, aucune preuve formelle n'a été donnée sur les conditions d'achat, sur le prix d'achat, sur la date d'achat, ni la provenance des fonds ayant servi à effectuer ces transactions. C'est donc ce manque de transparence que l'opposition pointe du doigt, étant donné que ces acquisitions sont effectuées avec des fonds publics. Ensuite, afin d'obtenir un prêt de 3,5 milliards de dollars dans le cadre de l'Extended Fund Facility du FMI, le Salvador a accepté de modifier certains articles de sa loi. Selon le FMI, grâce à cet accord, les achats de BTC du gouvernement sont désormais limités. Le mot « limité » peut vouloir tout et rien dire. Est-ce que leur stratégie d'achat d'un BTC par jour est considérée comme limitée? Ou est-ce qu'augmenter ces achats à 10 par jour est lui aussi considéré comme limité? Étant donné que nous ne savons pas quand le Salvador a effectué ses acquisitions, peut-être que le pays a déjà arrêté ses achats et se contente d'envoyer un BTC par un BTC sur l'adresse publique depuis les fonds déjà achetés. Mais comme nous n'avons aucune information, nous ne pouvons pas en être sûrs. In El Salvador, maybe between 70 and 90% of the people don't have access to a bank account, right? And what they said is that Bitcoin law will be useful to the financial inclusion of the people. 3 years later, of the approval of that law, that didn't happen. People don't use Chivo Wallet. They only use it because the government give away $30 for each Salvadorian. Their users in the app, and they withdraw the $30 in the ATMs. La deuxième principale critique de la Bitcoin Law concerne son article 8, qui précise que l'État doit fournir des alternatives permettant aux utilisateurs d'effectuer des transactions en Bitcoin, ainsi que convertir automatiquement et instantanément du Bitcoin en dollars. Pour remplir cet engagement, le gouvernement salvadorien s'est précipité pour lancer le portefeuille et les distributeurs automatiques Chivo. L'objectif était clair, offrir aux Salvadoriens les outils nécessaires pour utiliser Bitcoin s'ils le souhaitent. Cependant, le lancement de Chivo a été marqué par de nombreux problèmes, faisant de ce projet ambitieux un échec total. Le marketing était simple, mais très agressif. 30 $ en BTC offerts pour tous les Salvadoriens qui s'identifient sur l'application. Compte tenu du salaire moyen qui est à environ 450 $, ces 30 $ représentent une somme conséquente. Diffusion de publicité sur presque tous les médias, dont les réseaux sociaux, et une présentation de Bitcoin et du Chivo Wallet d'1 heure faite par Nayib Bukele lui-même.
Cependant, dès les premiers jours, des problèmes techniques majeurs ont été signalés. De nombreux utilisateurs ont rencontré des bugs lors de leur inscription et ont été incapables d'accéder à leur compte. Le système a même dû être temporairement suspendu pour tenter de résoudre ces dysfonctionnements. En parallèle, le processus de vérification d'identité censé garantir l'intégrité des inscriptions s'est révélé défaillant. Des usurpations d'identité ont été signalées, permettant à des fraudeurs de détourner les 30 $ en Bitcoin promis aux nouveaux inscrits. Plus tard, des hackers ont réussi à accéder au code source des distributeurs Chivo, révélant des failles importantes. Une fuite de données a exposé les informations personnelles de millions de Salvadoriens, créant un risque de sécurité important pour ses utilisateurs. And they made the government made a big investment in a Bitcoin fund, in the Bitcoin ATMs, in the Bitcoin law, creating institutions, shady institutions, as by the way. But after the $30 withdrawal in the ATMs, nobody uses Bitcoin, and in all the shops and restaurants, they are abide by the law to accept Bitcoin, but they have so many technical difficulties as well with the app that it doesn't work. So, and that decision has been the most unpopular of this administration. Mais ce n'est pas tout, le Chivo Wallet est également objectivement un très mauvais portefeuille Bitcoin. L'expérience utilisateur est horrible et par exemple il propose une adresse Bitcoin on-chain par défaut et non Lightning, alors qu'il est avant tout destiné à une utilisation du quotidien via des petites sommes. En bref, le Lightning Network, c'est une infrastructure de seconde couche au-dessus de Bitcoin qui fonctionne très bien, n'en déplaise à certains, et qui permet de réaliser des transactions de manière quasi instantanée et presque sans frais. Je mets ça en avant car, ne sachant pas que le Chivo Wallet était aussi mauvais que ça, à mon arrivée au Salvador, j'ai payé 8 $ de frais on-chain pour donner un pourboire de 1 $ à un serveur. Enfin, il faut également souligner que le Chivo Wallet est un portefeuille custodial, créé et géré par l'État, ce qui est bien à l'opposé des ambitions de Bitcoin. Les portefeuilles custodiales permettent de faciliter l'utilisation de Bitcoin via le Lightning Network pour des personnes qui ne voudraient pas ou qui ne pourraient pas faire l'effort de prendre soin de leur phrase de récupération. En bref, ils reviennent à utiliser une banque ou une plateforme d'échange, mais facilitent grandement les premières prises en main, et sont très utilisés même par des bitcoiners qui sont aguerris, qui voient en ces outils des portefeuilles conçus pour les dépenses du quotidien. Le gros problème du Chivo Wallet, c'est que en plus de nécessiter une vérification d'identité, qui pourrait en fait s'assimiler dans la finance traditionnelle à s'identifier à chaque fois que vous faites un paiement en espèces, ce portefeuille est aussi géré par l'État. Et même si aucune dérive n'a encore été rapportée, la censure de ces utilisateurs est réalisable de manière arbitraire. Et c'est précisément ce point-là qui a renforcé ce sentiment de décision autoritaire de la part de Bukele concernant la loi Bitcoin. Pourquoi faire de Bitcoin monnaie légale? Pourquoi promouvoir ses valeurs, mais mettre en place un portefeuille qui ne respecte aucune des valeurs de Bitcoin? But for the Salvadorians, in general, wasn't useful. And as well, so many economists and lawyers, they were also agree, so many professionals, that had so many risks in the field of money laundering, for example, in our country. We had a weak institutionality, and that will open the risk that our country will be some paradise for people that wanted to be involved in money laundering and those kinds of illegal activities. Enfin, dans le cadre de leur accord, le FMI a exigé que le gouvernement salvadorien se retire progressivement de la gestion de ce portefeuille. Il cherche désormais à le vendre. Le fait que le Chivo Wallet puisse revenir au privé est au final une très bonne nouvelle pour la souveraineté de ses utilisateurs. And Bitcoin is based on a freedom philosophy, freedom from the state. But in El Salvador, Bitcoin is part of an authoritarian project, and that's the big contradiction of all this. La communauté francophone compte de nombreux bitcoiners qui se sont activement impliqués dans l'adoption du BTC au Salvador. Nous avons rencontré Nicolas Berthet, directeur général de Galoy, l'entreprise à l'origine de Blink, le portefeuille bitcoin le plus populaire du pays. Et évidemment, nous avons aussi échangé avec Roxy lors de notre passage à Lugano. Il est le créateur de la chaîne Découvre Bitcoin et cofondateur de Plan B Network.
Il fait partie des premières personnes à s'être rendues au Salvador et à s'investir dans l'éducation autour de Bitcoin. Ils ont partagé avec nous leurs observations sur l'adoption de Bitcoin qui a suivi la promulgation de la loi. C'est une chose de découvrir Bitcoin par soi-même et d'avoir un peu la FOMO peut-être parce que c'est le cycle. C'est une autre quand c'est ton gouvernement qui va te dire tiens, utilise cette monnaie-là. Et en fait, c'est le pire timing, quoi. Donc beaucoup de Salvadoriens, là, quand tu discutes un peu avec eux, ils ont dit ben ouais, mais en fait, j'ai arrêté parce que soit j'ai perdu de l'argent, soit parce qu'il n'y a pas assez de demandes de personnes pour payer en Bitcoin aujourd'hui. Et ce qui est assez incroyable, c'est que finalement, la non-réussite du Chivo, c'est la meilleure chose qui soit arrivée au Salvador. Parce qu'on a évité la mise en place de la première CBDC, donc crypto-monnaie de banque centrale étatique basée sur Bitcoin. Je pense qu'il va falloir attendre 10-15 ans pour qu'il y ait la deuxième. Je pense que Bukele était un pionnier là-dessus, mais il a raté. Heureusement. Parce qu'en fait, c'est un wallet Lightning étatique contrôlé par l'État que toute la population a. C'est une CBDC sur Bitcoin. Et le fait que ça a été un flop, ça a complètement discrédibilisé ça. Et donc tout le monde s'est mis à utiliser plein d'autres wallets. Et on a pu arriver en expliquant aux gens pourquoi ça marchait pas et qu'il fallait prendre des meilleures wallets. Donc aujourd'hui, on a une masse de Salvadoriens qui utilisent Bitcoin depuis 3 ans, qui ont stacké des sats depuis 3 ans, qui ont vu le prix monter et qui détiennent leurs clés. Et ces gens-là sont la base de l'éducation locale qui permet à toute une population de comprendre les valeurs de Bitcoin. Le seul point positif qu'apportait le Chivo Wallet et ses distributeurs est qu'il permettait aux Salvadoriens de se procurer du Bitcoin très facilement, devenant d'ailleurs plus une plateforme d'échange qu'un portefeuille. Peut-être devrions-nous donc rebaptiser le Chivo Wallet en Chivo Exchange, ce serait peut-être plus adéquat. Le choix de la création du Chivo Exchange restera dans l'histoire comme l'une des pires stratégies pour l'adoption de Bitcoin. Par contre, il y a un exchange qui lui ne déçoit jamais, et c'est Bitstack, et ça tombe bien parce qu'il sponsorise ce documentaire. Et bien nous voilà rendus sur Bitstack, on va directement cliquer sur Buy, on va mettre 100 € et on va faire via virement bancaire. Continuer, et là on a tous les détails de Bitstack. Donc directement on va par exemple copier-coller l'IBAN, on va se rendre sur notre compte en banque, et on voit directement que j'ai bien les 100 € qui ont été reçus. D'habitude, sur d'autres exchanges, ça peut prendre plusieurs jours à être reçu. Mais là, ça a pris vraiment quelques secondes, juste le temps que je fasse le virement et que je revienne sur Bitstack. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais directement envoyer tout ça sur mon portefeuille Lightning et pour pouvoir ensuite le dépenser plus facilement ici à El Zonte, sur la Bitcoin Beach, acheter peut-être une noix de coco ou je sais pas, on va vous montrer tout ça. Nous voilà le lendemain, malheureusement, on n'a pas pu tourner ça hier soir parce qu'on était un peu occupés. Mais on a bien reçu le paiement sur Blink. Donc là, on voit bien sur Bitstack que notre balance est bien à 0. Quand on va dans l'activité, on voit les détails. On voit bien que les fonds ont été envoyés. Et quand on va sur Blink, on voit bien la transaction on-chain des fonds qui sont arrivés, donc avec un peu plus de 100 000 sats. Et donc là, on va pouvoir directement les dépenser. Et un grand merci à Bitstack de sponsoriser ce reportage. Voilà, sans eux, ça ne serait pas possible pour nous d'être ici et de vous proposer ce documentaire et ce contenu. Donc merci à eux. Plusieurs sondages révèlent que l'adoption de Bitcoin au Salvador est en forte baisse et que depuis le retrait des 30 $ du Chivo Wallet, les Salvadoriens n'utilisent plus vraiment Bitcoin. Immédiatement, c'était assez impressionnant. Vraiment, j'ai acheté ma première toute brosse à dents en Bitcoin. C'est con, hein, mais dans un magasin physique. Les McDo, les restaurants, les taxis, c'était Bitcoin City, Bitcoin partout. C'était assez impressionnant. L'adoption était très forte, tout le monde avait un Chivo. Le problème, c'est que Chivo, c'était nul. Tu comprenais que Bitcoin était extrêmement politique, parce que tu étais ou pour Bukele et t'acceptais Bitcoin, ou tu étais contre lui. Bukele can have the power because of Bitcoin. And money controls everything. And Bukele put the power on people when he said Bitcoin is legal tender now. So there is no dictatorship. Bitcoin is legal tender. It's impossible for a government to control people if the government has not control of the money. And that was the first and only interaction most people had with Bitcoin through the Chivo wallet or the government Bitcoin wallet. And the first version of that wallet was horrible. I mean, it was a bad experience. Transactions don't go through, a lot of people getting scammed. Identities of people being stolen to open wallets. And all these bad experiences, people relate them with Bitcoin. So I think worst scenario you can find when you go and talk to people, which is pretty common, it's
people relating all those issues with Bitcoin. En tout cas, moi, j'essaie d'être pragmatique, mais aussi de vraiment donner la réalité de ce que j'observe, même si des fois, elle n'est pas aussi, aussi belle que ce que j'aimerais annoncer. Mais effectivement, l'adoption au Salvador, elle est très, très faible. Il n'y a pas beaucoup de business qui l'acceptent. Pour moi, en tout cas, c'est une bonne chose. Parce que si c'était l'opposé, s'il y avait une adoption qui était à 80, 90%, même plus, je ne pense pas qu'on aurait pu en arriver sans que les gens soient forcés à l'accepter. Et en fait, le fait que l'adoption, pour l'instant, elle soit faible, montre l'aspect volontaire qui a été important pour l'adoption de Bitcoin au Salvador. But on a daily basis, adoption is probably around 5 to 10% of businesses accepting Bitcoin. If you look at it for El Salvador, you may say, oh, Bitcoin failed in El Salvador because only 5 to 10% of businesses accept it. But if you go anywhere else in the world, where are you going to find a country where 5 to 10% of businesses accept Bitcoin? When I heard about the Bitcoin law initially, my reaction was mixed to negative. First of all, I dismissed it as something trivial because there was some news about Japan making a legal tender out of Bitcoin many years ago, and that was a nothing burger. Then I came here and I realized that the balance is perfect. So it's a law to promote Bitcoin, to teach Bitcoin, to try to push Bitcoin as a narrative, to exemplify the change of the country to a new standard, a new ideal, but it's not actually enforced in any degree, which is good. Le Bitcoin est plus grand que le projet salvadorien. Et El Salvador est très petit, mais le Bitcoin a mis sur la scène le Salvador sur la scène mondiale. Parce qu'on est les premiers. Je perds à peu près toutes mes dépenses en Bitcoin, mais il faut que je sois assez sélectif là où je vais dépenser mes Bitcoins. Donc, je peux pas aller de manière aléatoire dans un restaurant, imaginer que je vais payer en Bitcoin. Mais si je connais dans mon quartier les endroits qui acceptent Bitcoin, voilà, je vais systématiquement au même et je peux dépenser mes Bitcoins. Mais après, voilà, on ne peut pas dire qu'il y ait aujourd'hui une adoption globale de Bitcoin dans le pays. Et il y a vraiment eu une explosion de la bulle, de la hype, juste après l'annonce en fait, un an après. Il y a eu le bear market, Chivo n'a pas été réparé et il y a eu un désintérêt global de toute la population. En fait, le prix a fait diviser par deux quasiment. Et les Salvadoriens n'avaient pas compris qu'il y avait un taux de change avec le dollar. Et du coup, ils ont considéré que le gouvernement avait volé la moitié. Bien qu'on n'ait pas pu réellement faire de comparaison car nous n'y étions pas les années précédentes, nous avons pu constater une adoption très faible de Bitcoin au Salvador. Étant passé par plusieurs villes du pays, nous avons remarqué qu'une seule minorité des points de vente affichait accepter les paiements en Bitcoin. Dans la réalité, c'est encore plus faible que ça, car parmi les enseignes qui prétendent accepter ces paiements, certains refusent ou nous disent qu'ils n'acceptent que le dollar sur Chivo. Parce qu'en effet, la majorité des Salvadoriens ne font pas vraiment la différence entre Bitcoin et le Chivo Wallet. Et c'est seulement dans les zones très touristiques, comme les alentours de La Libertad, ou certaines grandes enseignes de restaurants ou de supermarchés qui acceptent vraiment les paiements en BTC. Et nous avons eu plusieurs cas où même des lieux publics, c'est-à-dire gérés par le gouvernement, n'acceptent pas les paiements en BTC, comme le parc Cerro Verde ou celui du El Boquero. Yeah, most of the people are unbanked. They don't have a bank account. Yeah, like 70% of the Salvadorian, they are unbanked. So that's why we believe and we know and Bitcoin is moving forward, yeah, to connect that people with electronic payment and that also on Bitcoin monetary network. So. Ici, le salaire moyen, ou le SMIC, l'équivalent du SMIC, c'est $400, $500 par mois. Et la plupart des Salvadoriens vont paycheck to paycheck, même peut-être ils reçoivent leur salaire le jour et dépensent l'argent qu'ils ont reçu le jour même. Et dans ce cas-là, en fait, si tu n'as aucune capacité à mettre de l'argent de côté, en fait, l'idée de Bitcoin, c'est pas ce qui va être pour toi le plus important. Là. Tu veux déjà faire en sorte que ta famille puisse manger à la fin de la journée. Et du coup, quand je suis retourné la deuxième année, on était passé à un petit 70%, on va dire, de personnes qui l'acceptaient dans le marché central à 10%, excuse-moi, une personne sur 10. 10%, 5% franchement. Et 2 ans après, on était sur 0 sur 20.
En realidad eso no creo, porque toda la gente tiene teléfono, todo el salvadoreño tiene teléfono y todo salvadoreño tiene Facebook. La gente de mayor edad usa Facebook, sabe cómo usarlo, entonces el límite no es la tecnología, el límite es más que nada el hecho de querer usarlo, ¿ya? Una vez lo entiendes, una vez entienden Bitcoin, la gente lo usa, Remittances to El Salvador were very expensive. Then the Bitcoin law came in. People started to use Bitcoin more, and then remittance companies started to just lower down a lot the fees and the cut, and so people could just use centralized company again, which is fine. You don't have to use Bitcoin before you need it. Yeah, but I think we have to teach Bitcoin even before it's a need, because when it will become a need, it may happen too fast and leave a lot of people in trouble. So we want to push Bitcoin education. We don't want to push Bitcoin adoption. We want to push Bitcoin education for when the adoption will be necessary. They can just like have this kind of emergency box. They just break the glass, they push a button, and they have Bitcoin education ready. Entonces, por ejemplo, cuando el presidente dijo eso, yo no sabía que era Bitcoin. No tenía ni la menor idea. Tal vez podría ser esa una limitación de que yo encontré, de que no le encontré a tiempo Bitcoin. Le encontré a finales del 2022. Pudo haber sido antes. Y esa fue como una limitante. Porque en cuestión de acceso a la educación de Bitcoin o acceso a Bitcoin, una vez encontrándolo es súper fácil, súper fácil. Difícil es decir que no se encuentra en el tema de Bitcoin una oportunidad. Y pues sí, creo que esa es como la limitante, de que antes como que no mucha gente está familiarizada con el tema o no lo conoce muy bien. C'est parce que c'est pas le fait que ce soit de l'argent, mais le fait que c'est si facile à l'utiliser. Au moins, elles ont été. On paye à la pupusería et on voit la mère de Jorge. Je pense que c'est un des premiers endroits à accepter Bitcoin, Mama Rosa. Et ensuite, c'est surtout l'éducation financière. Expliquer aux gens comment tout a commencé pour arriver au Bitcoin. Donc tu dirais qu'ici, les gens comprennent vraiment ce que c'est Bitcoin? Oui, je pense que peut-être chacun à sa manière, parce qu'il y a beaucoup de choses techniques. Il y a des geeks, comme il y a de surfeurs Bitcoiners, qu'ils s'en foutent un peu et qu'ils l'utilisent. Nosotros teníamos una moneda, era el colón. Del colón pasamos al dólar. Y del dólar pasar a Bitcoin, la gente como que, ok, entonces la única manera por la cual vamos avanzando, y hemos avanzado, en 3 años para acá hemos avanzado, es la educación en Bitcoin, ¿ya? Y yendo a las escuelas, yendo a los negocios, educando a la gente, hablando de Bitcoin. À mon sens, donner 30 $ en Bitcoin aux Salvadoriens qui s'identifiaient sur le Chivo Wallet était une très mauvaise idée. En plus de subir des failles et ouvrir les portes à des dérives, cette stratégie n'a pas du tout fonctionné pour les Salvadoriens. Ne comprenant pas l'intérêt de Bitcoin, ils se sont juste contentés de retirer leurs dons. Il m'aurait semblé plus sensé que plutôt que d'offrir 30 $ à chaque utilisateur, le gouvernement alloue seulement un tiers de cette somme en utilisant les 20 $ restants par personne pour organiser et financer des sessions d'apprentissage. Ces formations auraient permis aux Salvadoriens de comprendre ce qu'est Bitcoin et comment l'utiliser efficacement. Probablement conduit à moins de téléchargements et moins d'utilisateurs du Chivo Wallet. Cependant, sur le long terme, ces premiers utilisateurs, mieux informés sur le fonctionnement de Bitcoin, auraient pu garder une perception positive et conseiller leur entourage. La récente modification de la loi suite à l'accord avec le FMI a également changé 3 articles. L'article 7 et 12 de la loi Bitcoin obligeaient seulement les entreprises qui en avaient les moyens technologiques d'accepter les paiements. Désormais, les commerçants ne sont plus obligés d'accepter le BTC. La loi c'est une chose, mais dans la pratique c'est complètement différent. Aucune entreprise n'a vraiment été forcée d'accepter les paiements en BTC, même avant l'accord avec le FMI. Mes paiements ont par exemple été refusés dans plusieurs points de vente, notamment à Pizza Hut ou à Office Depot par exemple. Buenos días. ¿Acepta el Bitcoin aquí? Bitcoin no. ¿Acepta el Bitcoin aquí? ¿Cómo? Bitcoin. ¿Acepta? Non. Seules les entreprises qui tirent réellement un avantage à accepter les paiements en BTC et qui le veulent vraiment vont continuer à accepter et l'accepter déjà, et le FMI n'y changera rien. Le principal frein à l'adoption de Bitcoin créé par cet accord avec le FMI réside avant tout dans la suppression de l'article 4 de la loi, permettant de payer ses impôts et ses taxes en BTC. Toutefois, compte tenu de la faible adoption des paiements en Bitcoin, cette modification ne devrait affecter qu'une minorité de la population.
Ces personnes devront simplement convertir leur Bitcoin en dollars avant de régler leurs taxes, une opération qui dans ce cas reste non imposable car Bitcoin a toujours cours légal et peut s'effectuer avec le taux de change le plus compétitif au monde. Il devient évident que bien que le lancement de la loi a été très mauvais, le plus gros frein à l'adoption de Bitcoin n'est pas un problème de fonctionnement de Bitcoin ou un problème technique, mais bien un manque d'éducation, autant technique, c'est-à-dire pour comprendre comment utiliser Bitcoin, que financier pour comprendre le fonctionnement du dollar et l'importance d'épargner. Le manque d'éducation est une des principales critiques faites au gouvernement et à la loi Bitcoin. Et pourtant, depuis 2021, le Salvador est sûrement un des meilleurs endroits au monde pour en apprendre plus sur Bitcoin. Là-bas, il y a 3 principales initiatives d'éducation: Mi Primer Bitcoin, Non-Nation et Cubo Plus. Bitcoin est devenu cours légal au Salvador, mais il n'y avait aucun contenu éducatif pour préparer les gens à ce changement dans la loi. Ils ont commencé avec une classe d'introduction et ensuite ils ont créé le Bitcoin Diploma. L'idée c'est d'emmener l'étudiant de c'est quoi l'argent, pourquoi est-ce qu'on a besoin de l'argent, aujourd'hui pourquoi l'argent ne fonctionne pas ou est dysfonctionnel et comment on peut le fixer, comment on peut le réparer. Et c'est là où entre Bitcoin. Donc l'idée c'est que Mi Primer Bitcoin a commencé à créer ce contenu éducatif et a décidé de le rendre open source pour que n'importe qui puisse l'utiliser. Et donc aujourd'hui, en fait, on est une organisation qui fournit de l'éducation de qualité, indépendante, impartiale aux étudiants du Salvador, et deux, un genre de fournisseur de contenu éducatif open source et libre au monde entier. Et en fait, de ça, il y a eu une idée qui a germé, qui s'est dit, mais en fait, il faudrait qu'on crée un programme éducatif dans tous les lycées du monde où les étudiants sont responsables d'un ATM non KYC. Comme ça, on fout un ATM non KYC dans les écoles, détenu par un groupe d'étudiants. Tous les étudiants échangent leurs dollars pour du Lightning. Et du coup, ensuite, ces étudiants vont dépenser le Lightning dans les marchands autour. Les frais pris par cet ATM permettent de rémunérer le groupe d'étudiants responsables, comme un exchange. Et eux, ils apprennent l'entrepreneuriat, la finance et le monde de Bitcoin en même temps. Et je me suis dit, putain, mais ça, c'est une idée de... Enfin, je trouvais ça fun. C'est la genèse de Non-Nation. C'est exactement, c'est la genèse de Non-Nation. Donc là, on s'est dit, ok, let's go, on fait ça. C'est une bonne idée, en vrai, ça fait sens. Ouais. Et du coup, go, on a essayé, quoi. On travaille avec des étudiants qui ont entre 12-13 ans et dans les écoles jusqu'à 17-18 ans. On délivre également des classes aux professeurs du système éducatif public du Salvador. En 2024, là, cette année, on a enseigné le Bitcoin Diploma à plus de 400 professeurs du système éducatif. Et ces professeurs vont approximativement enseigner le Bitcoin Diploma à approximativement 7000 étudiants. Donc on a un impact direct en étudiant en enseignant directement aux étudiants et on a un impact indirect en enseignant aux professeurs qui vont ensuite enseigner aux étudiants. On va voir comment ce projet en particulier évolue parce qu'on est en train d'aider le gouvernement salvadorien à créer un département de Bitcoin dans le ministère d'éducation. Ok. Donc à un moment, ils vont voler de leurs propres ailes et délivrer leur propre contenu éducatif. Et à un moment, je me retrouve à parler avec un mec du ministre de l'Éducation à 23h30 dans une station essence. Et là, on dit, ok, go, on part sur un pilote et tu vas former tous les leaders des lycées. Et donc, je me suis mis à faire un cours Lightning à un groupe d'étudiants, on va dire, qui représentait toutes les écoles, les 6000 écoles du Salvador. Un lycéen qui est intéressé pour aller plus loin dans Bitcoin, il va pouvoir rejoindre une initiative comme Node-Nation. Et Node-Nation, c'est une initiative à laquelle j'ai participé, qui aujourd'hui est sous la direction de Pupus-SG. Vous pouvez le suivre sur Twitter. I don't know why, I don't know how, but at some point I was in a room with Roxy, Asio, and I listened. And I was, okay, I'm in trouble. Probably I did something. But I didn't know, they didn't say, just, we need a meeting with you and we need you there. And I went there and they said,
This is this program, and we want to hire you as an internship first. And I say yes, without thinking about it. I said, like, it was education, kids, fun, let's do it. So it was Roxy initiative at the beginning because he came 2023 to educate kids here in El Salvador. At the same time as Cubo Plus, really did the beginning of the program. And at the end, he said, okay, I will continue with that. And that's No Nation. And No Nation is right now everything for me. Là-bas, les Salvadoriens peuvent choisir une spécialisation au lycée qui est une spécialisation Bitcoin. Et Cubo Plus, c'est un programme intense pour des jeunes adultes qui voudraient travailler dans le monde Bitcoin. Et donc là, toute la force de frappe, je dirais, de Plan-B Network vient leur apporter tous les outils techniques, en termes d'éducation, en termes de connexion avec l'écosystème pour pouvoir devenir des Bitcoin professionals, des professionnels dans le monde de Bitcoin. Et donc on a 2 cursus qui ont lieu. On a l'Econ Generation, Cubo Plus Econ Generation, et qui a plus une vocation économique sur la manière dont fonctionne Bitcoin et comment avoir une entreprise Bitcoin et comment la faire fonctionner. Et ensuite on a la Dev Generation qui se concentre vraiment sur le développement informatique et donc du coup qui va toucher des développeurs Bitcoin qui voudraient, des développeurs informatiques qui voudraient se spécialiser. On a des développeurs par exemple qui voudraient se spécialiser dans l'IA. Ben là, en l'occurrence, ces développeurs qui sont à l'université peuvent choisir de se spécialiser dans le Bitcoin software. Yeah, so Cubo Plus is the best first thing that ever happened in my life because you have Bitcoin experts coming to a really poor country, small country in America, to teach you the key to save the world. So that's amazing. Right now I'm a director at Plan-B Network, which is an initiative sponsored by Tether and Fulgo Ventures. The website right now, planb.network, you can find courses. These courses are free courses. Et de plus tu creuses Bitcoin, de plus tu te rends compte que le sujet est grand, donc de plus tu veux faire des cours, et de plus tu fais des cours, de plus tu te rends compte que c'est trop grand. Et c'est un peu comme ça qu'on en est terminé à créer ce projet très ambitieux qui s'appelle Plan-B Network. On a un programme à l'année chez Plan-B Network avec une école qu'on appelle la Business School, qui dure sur 3 mois avec un séminaire physique à la fin à Lugano. Et on a, ce qui commence d'ailleurs prochainement, la Tech School, qui est donc le même principe, 3 mois puis un séminaire en physique avec des exercices et des partenariats avec des entreprises, mais plus pour les développeurs et donc l'aspect plus technique. Donc on essaie à la fois d'avoir des cours scalables en ligne dans toutes les langues gratuites qui peuvent être utilisées par la masse, et en même temps on a des cours premium, payants, physiques pour ceux qui voudraient une éducation plus personnalisée ou simplement profiter de ce réseau de bitcoiners, de parler avec le prof, rencontrer les autres étudiants. Vous l'avez sûrement compris, en plus d'être une plateforme d'apprentissage gratuite, Plan-B Network collabore avec le gouvernement salvadorien pour dispenser des cours aux lycéens via l'initiative No Nation, ainsi que des formations avancées grâce à Cubo Plus. Isis fait partie des personnes diplômées par cette initiative et a même récemment rejoint le Bitcoin Office. Pero digamos que en cuestión general, la única ciudad que conozco, o sea, que es cerca de mí, es Bitcoin Berlin. Ahí es una ciudad completamente llena de gente usando Bitcoin. On est actuellement à Berlin, c'est une ville qui se développe sur un volcan et qui est notamment connue pour son économie circulaire Bitcoin Berlin. I live in Berlin, El Salvador. One of the co-founders of the circular economy that is happening here, Bitcoin Circular Economy, and I just help on the day-to-day for the Bitcoin adoption. We came here to Berlin, we like Berlin. And once we decided that this is the place where we wanted to move, we just wanted to start teaching people about Bitcoin. We went to Bitcoin Beach and we saw and we got inspired and we said, we could replicate this maybe in the mountain where we're gonna live. And once we live here, once we were living here, we just started to teach people about Bitcoin. One business, one random person on the street, and eventually more people started to adopt Bitcoin. People started to come, and that's how it started. Now we are the Bitcoin country, and we want to prove that it can be used as medium of exchange, right? That we can use Bitcoin
on the day-to-day. With that idea is that we came here, and everyone talks about how if once, you know, we live on a Bitcoin standard, what we have, you know, surrounded by Bitcoin, and people started to use it and save it and replace the regular the fiat system we use, that place or that town should improve, right? So we want to see if that's true. We want to not only get involved in the Bitcoin adoption, but also in the economy development of the town. We're working with tourism because we know that a lot of people and families and business, they depend on tourism, trying to create jobs and trying to teach people skills and bring more people with more ideas and people that want to invest. And we want to improve the city. There's a lot of things that we know that we can do here, and we just want that, like, come here and try to improve the city and be part the most as we can. Yeah, so we're giving English classes. So far we have 4 groups, an average of 6-7 students per group. We're still studying, but more and more people are coming to learn how to learn English. We have a small office of someone that came, a Bitcoiner. He said, well, I want to give remote jobs to locals here in Berlin. If they speak English, please get them in contact with me. I'm gonna teach them, I'm gonna pay them with Bitcoin. And that's another thing that we're doing here. There's a small office here that now has 4 local Berliners working for someone in the United States and accepting payments in Bitcoin. We also have a lot of adoption. So 120, 130 something. I haven't checked the Excel file we'll have, but yeah, close to 130 at least merchants accepting Bitcoin. We have all kinds of merchants, you know, gas station, small coffee entrepreneurs, or these souvenir or tiendas, how we call them here. Car wash, a doctor, a pet. You get your milk, your meat, and you know, anything that you need, shoes, clothes, and pay with Bitcoin here in Berlin. There's still a lot of businesses that are not accepting Bitcoin. We know that we're missing a lot of them, but at least we have one of each, you know, and more approaching to the Bitcoin Center, and they are seeing the amount of business that other businesses are having because they are accepting Bitcoin, and they want the same. D'un point de vue extérieur, on pourrait croire que Nayib Bukele est juste un crypto-bro qui mise les finances de son pays sur les marchés volatiles des crypto-monnaies. Et c'est sûrement l'image que les médias traditionnels essayent de lui donner. Cependant, la stratégie de Bukele n'est pas de promouvoir la crypto, mais seulement Bitcoin. Et c'est peut-être à ce moment-là qu'on va voir le watch time du documentaire complètement chuter. Mais ce qu'il se passe au Salvador n'est pas promu par un quelconque projet qui essaie de créer une quelconque narrative en créant un énième application sur une blockchain ultra centralisée qui pourrait facilement être contrôlée par les autorités des États-Unis dans l'espoir de rapidement valoriser un token qui lui sera vendu en masse sur le marché par les premiers investisseurs qui auront jugé avoir fait suffisamment de profit. Non, le projet du Salvador, c'est Bitcoin. La loi s'appelle la Bitcoin Ley, le gouvernement a créé le Bitcoin Office et El Zonte a été rebaptisé Bitcoin Beach. Pas crypto, pas blockchain, technologies ou autre, Bitcoin. Et d'ailleurs, contrairement aux États-Unis, la réglementation des crypto-monnaies au Salvador est très claire. Bitcoin est une monnaie, au même titre que le dollar, et toutes les autres crypto-monnaies sont des titres financiers, des securities. Well, there are securities. There are an adventure, you know, like Bitcoin is inherently not a security because it has intrinsic value regardless of individual acts or even like nation state acting in some way or taking some decision. Bitcoin is in an unstoppable trajectory, and that makes it more of a commodity. And so everything else is just an unregistered security or a security if you manage to go through the registration process in the CINAD, the Digital Assets Commission of El Salvador. And that's the whole policy, man. It's just Bitcoin maximalism.
Fin d'année 2021, alors au sommet du marché haussier de Bitcoin, Nayib Bukele annonce le projet de la Bitcoin City. L'objectif est de créer une ville offrant des avantages fiscaux, sans impôt sur les revenus, sans impôt sur la plus-value ou la propriété, et surtout son fonctionnement et son économie reposeraient sur Bitcoin, mais également le minage de Bitcoin alimenté par l'énergie géothermale du volcan de Conchagua, un chantier estimé à 17 milliards de dollars. Pour financer un tel chantier, Bukele a annoncé le lancement des Volcano Bonds. Ce sont des titres financiers qui devraient offrir un rendement annuel de 6,5% sur 10 ans. Cette annonce a été faite en 2021, un moment d'euphorie sur le marché du Bitcoin, mais aussi au Salvador, après le lancement de la loi. Quelques mois plus tard, alors que le sentiment de FOMO se dissipait, le gouvernement revenait sur Terre et s'aperçut que la construction d'une telle ville allait être beaucoup plus compliquée que prévu. Ça allait sûrement prendre des années, voire des décennies, pour la construction de la centrale géothermale, mais également des infrastructures aux alentours, comme la modernisation du port de La Unión et de Acajulta. Bien que le gouvernement ait déjà commencé à miner un peu Bitcoin sur un petit site, l'énergie salvadorienne est trop chère pour vraiment accueillir plus de minage. Le Salvador dispose de relativement peu de surplus électrique permettant l'installation de ces mineurs, contrairement à certains États des États-Unis ou même à la France. L'utilisation du minage de Bitcoin dans ce projet n'est pas anodine. Alors que dans l'imaginaire commun, Bitcoin est encore perçu comme un réseau qui est très polluant, en réalité son effet sur l'industrie de l'énergie est très positif. J'en ai déjà parlé dans plusieurs articles et même certaines vidéos, mais le minage de Bitcoin permet de rendre les centrales électriques plus profitables, de permettre de monétiser les surplus d'énergie et de développer l'utilisation des énergies renouvelables. La consommation énergétique de Bitcoin est constamment comparée par les médias traditionnels avec des choses qui n'ont pas vraiment de sens, comme par exemple des petits pays pour faire un effet waouh, mais n'est jamais comparée par exemple aux sèche-linges qui sont utilisés dans l'OCDE ou aux décorations de Noël et encore moins au système bancaire. Je ne vais pas commencer à débunker toutes les idées reçues dans cette vidéo, ce n'est pas le sujet, mais en bref, ce qu'il faut retenir, c'est que selon les estimations, Bitcoin consomme 10 fois moins d'énergie que le système bancaire et émet environ 20 fois moins de gaz à effet de serre. En résumé, la Bitcoin City permettrait de dynamiser le développement du sud du Salvador, tout en finançant la mise en place d'un réseau électrique plus durable et plus efficace. Pour vous faire un résumé, les récentes modifications de la loi Bitcoin suite aux accords avec le FMI apportent plusieurs changements. Les achats de BTC par le gouvernement sont désormais limités, bien que nous ne savons pas exactement comment. Le paiement des taxes en Bitcoin n'est plus autorisé. Les commerçants qui en ont les moyens ne sont plus contraints ou obligés d'accepter les paiements en BTC. Et enfin, le gouvernement devra se retirer de la gestion du Chivo Wallet, mettant ainsi un terme au risque de censure par l'État. Au final, l'accord avec le FMI n'a aucun impact concret sur l'adoption de Bitcoin au Salvador. Et au-delà de ça, le FMI fait le jeu des bitcoiners maximalistes qui dénoncent les dérives potentielles déjà depuis 2021. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le rôle principal du Fonds monétaire international est de soutenir les pays confrontés à des crises économiques, telles que l'incapacité à rembourser des dettes extérieures ou publiques. Cette assistance prend la forme de prêts financiers, mais ceux-ci sont conditionnés à la mise en place de réformes économiques, comme la réduction de dépenses publiques, l'amélioration de la gestion budgétaire, la modernisation des institutions économiques, ou, dans le cas du Salvador, le retrait de certains articles de la loi Bitcoin. De plus, il est important de mentionner que le FMI est financé par 190 pays membres, qui contribuent via des quotas proportionnels à la taille de leur économie. Les plus grandes puissances comme les États-Unis, la Chine, le Japon, l'Allemagne et la France apportent les contributions les plus importantes, leur donnant également un pouvoir décisionnel élevé. Ainsi, les pays contributeurs ont beaucoup de pouvoir grâce aux prêts donnés, et le FMI a intérêt à ce que les pays emprunteurs continuent d'emprunter pour lui payer plus de dettes, c'est aussi sa source de rémunération principale. L'adoption du Bitcoin par le Salvador apporte plusieurs avantages significatifs. Elle permet au pays de renforcer sa souveraineté monétaire, qui se déverse également sur une partie de sa population qui l'utilise ou qui bénéficie indirectement en attirant davantage d'investisseurs ou de touristes. De plus, Bitcoin constitue une réserve de valeur solide qui pourrait réduire la dépendance du Salvador auprès du FMI. En combinant ces deux effets, le Salvador devient moins dépendant des institutions comme le FMI, tout en consolidant son indépendance économique. En évoquant le cas du Salvador, il est essentiel de comprendre que le FMI, et plus largement le secteur de la finance traditionnelle, redoutent que les populations commencent à se passer de leur rôle d'intermédiaire financier. Cette dynamique se reflète très bien dans la couverture médiatique biaisée dont est victime le Salvador, souvent centrée sur les aspects négatifs comme la chute du prix du Bitcoin,
les violences liées aux gangs ou encore les témoignages des familles dénonçant l'emprisonnement présumé injustifié des proches. Et à l'inverse, l'amélioration des conditions de vie de 6,3 millions de Salvadoriens, telles que l'amélioration de la sécurité ou le rétablissement du droit de libre circulation, sont rarement mis en lumière. Je ne suis pas en train de minimiser les dérives liées à la centralisation du pouvoir entre les mains de Nayib Bukele. Je pense qu'il est essentiel de continuer à en parler et de continuer à les dénoncer. Ce que je souligne, c'est qu'il ne faut pas non plus, de l'autre côté, sous-estimer les dérives de la centralisation du pouvoir exercé par le système monétaire. Je pense que nous devons reconnaître que les jugements portés par l'Occident sont souvent basés sur des perspectives simplifiées et manquent parfois, voire même toujours, de nuances face à des contextes locaux qui sont très complexes. Je pense aussi qu'il est de notre devoir à tous de nous informer à travers divers moyens, en consultant différentes sources et en explorant des points de vue différents, même ceux qui sont à l'opposé de nous, avant de s'exprimer sur un sujet. Il est essentiel de réaliser que tout n'est pas simplement blanc ou noir, gauche ou droite, fasciste ou communiste, dictature ou démocratie. Parfois, il faut adopter une perspective plus nuancée, ajouter une troisième dimension avant de formuler une opinion. La mise en place et le maintien du régime d'exception depuis 2021, donnant presque tous les pouvoirs au gouvernement de Bukele, sont en effet très inquiétants. Différentes ONG autour du monde dénoncent un manque de liberté de la presse, l'infraction de certains droits de l'homme pour les prisonniers, ainsi qu'un manque de transparence dans la manière dont le pays est géré. Pour certains, la réélection de Nayib Bukele en 2024 constitue la preuve qu'il n'est qu'un dictateur de plus en Amérique latine. Et pourtant, il a été élu à 85% des voix et a fait emprisonner 80 000 personnes, dont l'écrasante majorité étaient des membres de gangs responsables de délits et de meurtres quotidiens. Grâce à ses actions de dictateur, il a permis à 6,3 millions de Salvadoriens de retrouver leurs droits fondamentaux et de vivre en sécurité. Au-delà de découvrir et de mieux comprendre la situation sur place, mon voyage au Salvador m'a surtout fait réaliser que nous, en tant qu'Européens ou plus largement en tant qu'Occidentaux, vivons dans un confort qui est une véritable chance et reste exceptionnel comparé au reste du monde. Notre propre expérience en tant qu'être humain ne nous confère aucune légitimité suffisante pour apporter un jugement sur ce qu'il se passe dans un pays dont la culture et l'histoire est bien plus complexe qu'une opposition simpliste entre un gentil et un méchant. De plus, je ne trouve pas rationnel de considérer Bukele comme un dictateur quand il promeut Bitcoin et en fait une monnaie légale. Bitcoin est un réseau décentralisé et non censurable, le BTC est une monnaie offrant une alternative aux monnaies fiduciaires qui sont corruptibles, dont le fonctionnement retire peu à peu du pouvoir à toute la population et qui permettent au gouvernement de financer des guerres et des politiques toujours plus répressives. Bitcoin est bel et bien un outil de liberté. Je ne trouve pas non plus rationnel de considérer que Bukele est un dictateur quand ces critiques proviennent souvent de personnes supportant un chef d'État ou une personnalité politique, soutenant la loi Child Control, la confiscation de l'épargne pour financer ces politiques et même acceptant la création de monnaie numérique de banque centrale qui, je le rappelle, est déjà en place en Chine et qui permet au gouvernement de contrôler les dépenses de ses citoyens. Monnaie légale depuis 2021, Bitcoin est arrivé au Salvador peu de temps après l'emprisonnement des gangs et s'inscrit dans un mouvement de libération de la population. Son utilisation n'est pas encore très répandue et prendra encore sûrement plusieurs décennies avant d'avoir un impact concret et observable. La situation au Salvador reste imparfaite et de nombreux progrès restent encore à accomplir. L'économie doit encore se renforcer pour améliorer le niveau de vie général, la justice doit libérer les innocents emprisonnés, le gouvernement doit faire preuve de davantage de transparence et l'accès à l'éducation doit également être amélioré pour garantir un développement économique durable. Malgré tous ces défis, les avancées économiques et sociales sont encourageantes et semblent indiquer une évolution positive vers une amélioration globale de la société salvadorienne. Yeah, definitely. I think it's the best time in history to visit El Salvador. You can come and check it out for yourself. You can see the beach, you can see the mountains, you can go to a lake, all in the same day. Sure. Study Bitcoin, learn about Bitcoin, and once you do, stack sats. Pues nosotros somos El Salvador, estamos viviendo el Renacimiento y como saben, el Renacimiento antes estuvo en una edad oscura. Il faut visiter El Salvador. C'est un beau pays qui est en train de changer. Je pense que dans 20 ans, c'est comme le Bitcoin. Dans 20 ans, on se dira, c'était obvious, c'était évident qu'il allait se passer ce qui s'est passé. En realidad, amigos, están invitados a venir a El Salvador. No crean o no lo que les digan. Yo lo que digo es que vengan.